Aujourd'hui, une fête du Canada sans feu d'artifice à la Gold Cup. Twitter s'enflamme, puis implose, et comme par hasard, le CF Montréal n'est plus invincible à domicile. Et c'est le début de juillet, ça déménage pour les joueuses canadiennes en Europe. Ici Hassoun Camara. Ici Antoine Dehaye, alias le Plan F, et vous écoutez Tellement Soccer. Yeah, it was a battle. I think for our young players, even the experienced ones, they got to feel a proper CONCACAF night. I mean, that was a hostile environment, and there's an element of frustration that we just lacked that quality to get the result, but a bit of pride that we got through it. You know, the players had to deal with heat, they had to deal with the intensity of a crowd, and they bent a little bit, but they never broke. And you know, for those young men who were having that experience for the first time, I thought they stepped up. They came up big for us tonight. John Herdman, Hassoun. Je suis parti en sabbatique, Hassoun, il y a 6 mois. Le Canada, ça allait à la Coupe du Monde. Ça allait très, très bien pour le soccer canadien. Je reviens, on dirait que ça fait 10 ans que je suis parti. Et j'entends un peu le même discours qu'en 2010, 2011, 2012. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe canadienne qui perd des plumes? Déjà, on écoutait John Herdman. C'était pour ceux qui suivent ça. D'abord, bonjour Hassoun. Salut Antoine. On est rendu en vidéo ici maintenant. Exactement. Le progrès. On évolue, on progresse, exactement. C'est super. Et on écoutait John Herdman qui, après le match nul de 0-0 contre le Guatemala à la Gold Cup, qui suivait un match nul de 2-2 contre la Guadeloupe. Et là, je précise pour Olivier Tremblay, c'est pas la Guadeloupe-Beauce, c'est la Guadeloupe, le département outre-mer français. Donc, après 2 matchs de groupe, le Canada a absolument besoin d'une victoire de 2-0 ou par 2 buts contre Cuba pour passer au tour suivant. Et là, il parlait du match nul contre Guatemala, 112e mondial en fin de semaine. Il disait, écoutez, c'est bon, une bonne expérience pour les jeunes qui ont vécu un peu l'ambiance de la CONCACAF parce que le public à Houston était très pro-guatémaltèque, faisait très chaud aussi là-bas. Donc, on a plié, on n'a pas cassé, donc je suis fier des joueurs. Il nous manquait un petit peu de qualité, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'air trop déprimé. Pourtant, en regardant les faits saillants du match, il y a de quoi déprimer parce que c'est pas un portrait très glorieux du soccer canadien qu'on a vu lors de ces 2 matchs-là. Oui, exactement. Comme tu l'as dit, il y a vraiment un avant-après Coupe du Monde. J'ai l'impression dans le contenu déjà du Canada, parce que on avait une équipe ambitieuse qui allait de l'avant, qui lâchait les chevaux, comme on dit couramment, et qui avait peur de rien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde. On a l'impression c'est comme si on avait touché ce qu'on avait à toucher, donc les étoiles, et c'était génial. Et puis, ok, c'est bon, on est rassasié. Et puis, plus besoin d'avancer dans le sens de la marche et des ambitions qu'a affiché John Herdman. Et si je pars de lui, c'est parce que c'est la première personne en fait qui me déçoit en ce moment à travers son discours, à travers ses discours, à travers la façon dont il s'exprime. Moi, j'ai adhéré à cette équipe à travers ce que lui justement portait. Il a fait un travail fantastique. Il nous a fait croire en l'impossible d'aller en Coupe du Monde d'une certaine façon, avec une philosophie de jeu, avec d'être totalement décomplexé par rapport au passé, au fantôme du passé, qui était le Mexique ou les États-Unis. Et puis là, j'ai l'impression de retrouver le Canada d'il y a 20 ans, quoi, d'une équipe qui accepte la défaite. Il faisait chaud, c'était hostile, ils se sont accrochés. Ouais, exactement. Et moi, je trouve que c'est un discours qui est aux antipodes de ce dont il nous a habitués. Je comprends pas. Il accepte en fait d'avoir ce type de contenu et de ne pas gagner contre des équipes globalement modestes. Moi, franchement, je suis pas en accord avec ce qu'il nous propose, et c'est difficile à comprendre. Mais est-ce qu'il le pense ou il se protège? Parce qu'il sait que il y a eu certaines critiques après la Coupe du Monde. Là, on a vu ce qui s'est passé à Las Vegas contre les États-Unis, une défaite de 2-0 cinglante. Là, 2 matchs nuls vraiment sans lustre cette semaine. Est-ce qu'il se protège aussi par ses commentaires? Est-ce qu'il protège son équipe? Parce qu'il sonne un peu comme un vendeur de chars usagés, comme on dit. Oui, j'espère que non. Parce que c'est vrai que dans l'ensemble, je veux dire, en termes de contenu, je mets même les résultats de côté, mais dans le contenu, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'était bien. On a vu des belles choses, on a vu des belles intentions, on a vu une équipe qui a prétendu à vouloir jouer au football de très haut niveau. Et depuis, je ne comprends pas son discours, je ne comprends pas la façon dont il communique, la façon dont il protège, entre guillemets, son groupe. J'espère en tout cas qu'il a un discours
totalement opposé dans Différent. le vestiaire aussi, peut-être qui protège aussi son groupe sans penser à lui et qu'il a les mots qu'il faut dans le vestiaire. Mais sincèrement, je n'arrive pas à comprendre sa philosophie. J'arrive pas à adhérer en fait à ce discours-là. On avait un discours de winner, de gagnant. Moi, ce que j'aurais aimé entendre lors de ces deux dernières, même 3 dernières conférences de presse, si on rajoute la National League face aux États-Unis, c'est qu'on est extrêmement déçu, que c'est pas les ambitions qu'on voulait, que nous c'est le Canada, le nouveau Canada dont il nous parlait, qu'il n'est pas possible de perdre de cette façon-là lorsqu'on a la possibilité d'aller chercher un trophée depuis 23 ans. Moi je veux entendre ça, je veux pas entendre oh c'est bien, Guatemala tranquille, oh il faisait un peu chaud. Oh, La foule Assoun. Ouais, la foule, attention, la foule était hostile, ils étaient plus de leur côté que de nous autres. Je veux dire, non, moi je veux entendre qu'on est déçu du contenu et du résultat face à ces équipes modestes, encore une fois. Et je pense que c'est l'ambition qu'on perd à travers ça et pas mal de... Et le public décroche un petit peu à travers ce discours-là. Et factuellement, dire que c'est une ambiance de CONCACAF, je veux bien, Ouais, mais ça reste un stade à Houston avec oui. une pelouse parfaite. Et puis, je pense que le trajet de l'hôtel au stade n'a pas dû être très mouvementé. Ça va, quoi. Donc, je pense que les joueurs ont connu pire récemment. Mais est-ce qu'un momentum, c'est facile à regagner? Parce que là, on sent qu'il y a une cassure très nette avec le projet, un peu l'ambition. Et là, depuis quelques mois, ben écoutez... au niveau politique, ça va pas très bien à Soccer Canada. Sur le terrain, chez les femmes, il y a de la dissension aussi avec la fédération. Et là, purement sportivement, sur le terrain, c'est pas encourageant. Est-ce que c'est facile de mettre un frein à ça et de revoir un momentum positif comme on avait un peu avant? C'est d'autant plus difficile, C'est justement. Il faut arrêter plus vite. Exactement, parce que là, dans le subconscient et dans l'ambiance générale, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des matchs nuls face à la Guadeloupe. Je veux dire, c'est quand même des matchs vraiment à la portée de cette C'est à équipe. Toronto en plus. Exactement. Et c'est vrai que je lui donne des circonstances, bien entendu. On a des joueurs cadres qui sont pas là. Il y a pas mal de jeunes qui ont intégré cette équipe-là. Il n'y a pas de problème, on lui donne ça. Mais c'est dans le discours, moi, dans les intentions, dans le projet. Je veux dire, on est en train de descendre tout doucement. On le sent, là, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne va pas dans le bon sens, tout simplement. Et je pense que le discours, la façon dont on communique est aussi importante. Et à mes yeux, en tout cas, il faut absolument freiner cette descente-là parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et moi, c'est ce qui m'inquiète le plus pour la suite. Ouais. Là, il y a encore une chance de sortir du groupe D. Oui, exactement. Ça prend une victoire au minimum pour espérer passer au tour suivant et donc par 2 buts d'écart, si possible, contre Cuba qui a perdu 1-0 contre le Guatemala et 4-1 contre la Guadeloupe. Donc, en théorie, Cuba, 166e mondial. Si jamais c'est encore un résultat terne, est-ce que tu penses que la marmite pourrait chauffer pour John Herdman déjà? Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce que je veux dire, autant on est capable de donner le crédit lorsqu'il fait bien, et il a fait très bien, je veux dire, depuis pas mal d'années, depuis son arrivée, il a réussi à mettre le Canada sur la map, à avoir des ambitions fortes, à les assumer derrière, mais j'ai l'impression qu'il assume plus le projet de ses ambitions, qu'aujourd'hui le discours se perd un petit peu. On se souvient de ses déclarations pendant la Coupe du Monde en parlant de la Croatie, ça avait fait un bad buzz pour le coup, ultra négatif, et puis tu perds après, et tu perds, et puis tu te retrouves dans des situations où tu as l'impression de ne plus être à la hauteur de ton projet. Donc, forcément, il y aura des interrogations. Je ne pense pas qu'on voulait voir le Canada redescendre de cette façon. Au contraire, on espérait bâtir et grandir sur ce qu'on a construit depuis cette Coupe du Monde-là. Et là, pour le coup, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas où est-ce qu'on va. Je comprends pas le discours. Je comprends pas la façon dont il communique. Le fond de jeu aussi. Et j'espère voir autre chose, vraiment. Donc, forcément, son poste risque d'être en danger si on continue comme ça. Parce qu'en tout respect, c'est pas le groupe de la mort. Là. Ça va, quoi, ouais. On a vu pire. Exactement. En terminant sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu aimerais voir de l'équipe canadienne? Prochain match, c'est mardi soir contre Cuba. Qu'est-ce que tu veux absolument voir sur le terrain? Une équipe entreprenante qui joue, qui prend son jeu, qui se retrouvent moins en difficulté face à des adversaires qui ont le couteau entre les dents. Je veux dire, eux, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que lorsqu'ils jouent le Canada, ils jouent un Canada qu'ils ont vu à la Coupe du Monde. Ouais. Ils ont un regard du Canada qu'ils n'avaient pas il y a à peine 5 ans. Donc, il n'y aura pas de cadeau de ce côté-là. Et si cette équipe-là n'arrive pas à se mettre à ce niveau d'intensité pour, par la suite, justement, développer des choses intéressantes sur le terrain en termes de fluidité de jeu, de construction et de jeu vers l'avant, forcément,
forcément, ça va être difficile. Donc, c'est ce qu'on a envie de voir. Et puis, moi, ce qui me compte et ce qui me marque le plus aussi, c'est les intentions de l'entraîneur à travers sa composition, mais à travers son discours aussi qui est ultra important. C'est John Herman, le leader de cette équipe. Bien entendu, on parle de joueurs extraordinaires qu'on a eus, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le vrai leader, c'est cet entraîneur qui faisait extrêmement bien, qui avait un discours rafraîchissant, qui cassait avec ce qu'on a connu par le passé. Et là, on se retrouve justement avec un discours, entre guillemets, de la loose, dont on a d'accepter de perdre. Il fait trop chaud, le public, etc. Non, moi, ramène-moi sur ce ton dont tu nous as embarqué. Pas d'excuses, on va chercher les choses, on est Nouveau-Canada, c'est ce que j'ai envie d'entendre et c'est ce que j'ai envie de voir sur le terrain. Est-ce qu'il y a un risque que son discours de fraîcheur du début s'use un peu avec le temps et que ce même discours-là, s'il est encore aujourd'hui, mais que la réponse soit pas la même parce que c'est la nouveauté, c'était OK, on embarque et là, on l'a fait. Puis, est-ce que les joueurs ont un peu aussi une responsabilité d'avoir peut-être pas autant le couteau entre les dents qu'avant la Coupe du Monde? Non, bien sûr. Je pense que quand on avance en équipe, dans un groupe, bien entendu, les responsabilités sont partagées, mais il y a des leaders d'équipe. Il y a des leaders d'équipe sur le terrain, en dehors. En dehors, c'est l'entraîneur, bien entendu. Sur le terrain, c'est les plus grands joueurs. Et ça va avec. Je veux dire, je te parlais d'Alphonso Davies, bien entendu, il n'est pas dans le groupe en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais on l'a vu en National League, la liberté qu'il avait sur le terrain, de trop en faire aussi, d'avoir la liberté de trop en faire, de jouer sa partition, entre guillemets, de très très grands joueurs de haut niveau en se disant que je vais avoir la responsabilité de sauver mon équipe. Et on sent ça à chaque fois. Donc ça, c'est des leaders sur le terrain qui ont la permission de faire ça et qui sont peut-être pas corrigés par l'entraîneur à un moment donné de dire « Guys, on est 11 sur le terrain, respectons le plan de jeu, soyons cohérents ». Et ça retombe sur sa responsabilité. Et le discours va avec. Je trouve qu'il n'est pas assez sévère avec ses joueurs quand il faut l'être. Lorsque c'est pas bien, faut le dire. On perd en finale face aux États-Unis de façon ultra logique. En fait, il n'y a pas eu match, si on est sincère. Moi, je veux entendre ça. Je veux dire qu'on est déçu de ne pas avoir gagné ce trophée-là et qu'on va se battre pour aller chercher le prochain, etc. C'est ça que j'ai envie d'entendre, une équipe conquérante. Donc, non, c'est pas un discours de court terme. Je pense que c'est un discours qu'on veut avoir sur le long terme, une équipe qui progresse, qui avance, qui apprend de ses expériences et pas seulement de se dire on a fait la Coupe du Monde, c'est bien, merci, au revoir. Alors, Canada-Cuba, à vos écrans, mardi Demain, soir. ouais. Je pense qu'on a créé beaucoup plus d'occasions que des autres matchs qu'on a gagnés. Donc, à la fin, OK. On perd, mais j'ai fini le match avec la sensation qu'on a fait tous. Toute bonne chose a une fin, Assoun. Malheureusement, oui. L'invincibilité du CF Montréal dans son stade a été stoppée donc samedi. Première défaite au Stade Saputo depuis la mi-avril, le 15 avril. Défaite de 1-0 contre New York qui, lui, mettait fin à une séquence de 11 matchs sans victoire. New York n'avait pas gagné depuis le 22 avril. Un peu à l'image du Canada, j'ai pas été inspiré par ce match-là. Bon, les conditions n'étaient pas évidentes également. Ouais. Il y a eu des retards avec les orages et tout ça. Mais j'ai senti une équipe un petit peu... Timoré. Je ne sais pas si au neutre, c'est trop dur, mais disons qu'il manquait un peu l'éclat habituel. Oui, de fluidité, d'occasion, de différence offensive. Lorsque tu arrives justement sur le terrain de cette façon, c'est compliqué de remettre en question le résultat final. Je pense que le résultat final est logique et il reflète tout simplement de ce qui s'est passé sur le terrain. Le joueur que tu ressortirais serait Jonathan Sirois. Encore une fois, ouais. Et je pense qu'une fois que tu as cette statistique-là, ça te donne un petit peu le reflet de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc oui, c'est décevant. Décevant parce que cette équipe fait bien et ce match-là ne remet pas en question, à mes yeux, la dynamique sur laquelle est le CF Montréal. Je voulais les voir continuer en fait à accumuler ce record-là, aller chercher une 9e victoire à domicile de cette façon. Malheureusement, ils sont freinés par une mauvaise habitude qu'on a au CF Montréal aussi de relancer les équipes en difficulté et c'est historique. J'en ai relancé des dizaines. des dizaines par l'expérience. Exact, dans le passé. Donc, je sais ce que c'est difficile vraiment de garder le momentum des fois dans certains moments, mais j'espère en tout cas que c'est juste un épiphénomène qui permettra de rebondir là-dessus et de continuer à aller chercher des victoires.
Un accident de parcours. L'entraîneur n'aime pas parler des joueurs individuellement. Moi, je vais t'en faire parler quand même. Il y avait beaucoup d'absents. Certains joueurs pas dans leur position naturelle. Sean Rea, piston droit pour le match de samedi, a eu une très bonne chance de marquer. On a l'impression que c'était peut-être une trop grosse bouchée en défense pour lui. Est-ce que tu as eu la même lecture de son match? Oui, c'est un jeune joueur qui essaye de s'exprimer, qui essaye de trouver sa place dans ce 11. Je trouve qu'il a émergé par parcimonie dans ce match et à l'image de la saison un petit peu qu'il a, où il arrive pas à garder une certaine stabilité sur tout un match et à rester justement performant sur la durée. Et c'est vrai que c'est difficile de s'adapter dans des positions qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous devez vous ajuster finalement au collectif. Mais je pense que c'est un joueur avec un fort potentiel qui peut continuer à aider cette équipe-là. Mais c'est à lui de continuer à travailler. On a vu d'autres joueurs qui étaient en difficulté aussi, qui sont revenus aussi et qui ont émergé. Donc, j'espère le voir continuer à grandir et à comprendre que lorsqu'on arrive à s'appuyer sur de la polyvalence, c'est une chance aussi. C'est une chance que lui doit saisir et pas se dire moi, j'ai mon poste à moi, c'est là que je veux jouer. Non, quand on te met sur le terrain, à toi de saisir cette chance et de saisir ton opportunité. L'exemple n'est pas très loin avec Mathieu Chouanière qui a eu un peu son rôle comme ça. Un jeune Québécois qui a eu quelques minutes, Jules-Anthony Vilsain, il a eu une chance de marquer. Plusieurs aimeraient qu'il ait davantage de temps de jeu. Est-ce que tu comprends les raisons pour lesquelles Lozada peut-être le protège encore ou tu aimerais le voir davantage? Non, mais c'est sûr qu'on protège les jeunes joueurs qui émergent aussi lorsqu'il y a un groupe qui se dégage de cette façon. Mais Vilsain a eu une bonne entrée. Vraiment, il a amené de la fraîcheur, de la spontanéité et c'est ce qu'ont ressenti les gens. Je regardais le fil Twitter au même moment et c'est vrai que les gens avaient l'impression de voir enfin des occasions et un petit peu plus de mouvement. Donc forcément, lorsque tu as une équipe qui est en difficulté offensivement et que tu vois de la spontanéité rentrer, tu te dis ok, c'est bon, il doit jouer, mais c'est pas comme ça le sport de haut niveau justement. C'est des situations que j'ai vues énormément dans un vestiaire et qu'au contraire il faut continuer à protéger entre guillemets d'une certaine façon ses joueurs, parce que le pire serait de le mettre par exemple, de le lancer sur un match où il se trouve et finalement, je veux dire, tu tues sa carrière directe en disant non, il est pas si bon que ça finalement. Donc je pense qu'il faut y aller progressivement, être conscient du talent de certains joueurs, mais leur donner la chance de rentrer dans le jeu progressivement, de prendre de la confiance et ne surtout pas les brûler, ce serait le pire piège. Parce que qu'est-ce qui est plus difficile pour un joueur lorsque tu entames le match versus quand tu entres, toi, avec les jambes fraîches devant une défense un peu déjà essoufflée? Est-ce que la différence, elle est très importante en termes de... Et tu as aussi un effort beaucoup plus court à gérer, donc tu peux pousser davantage, mais est-ce qu'il y a une grande différence entre un départ et entrer à la 80e, 85e? Oui, il y a vraiment une différence. Lorsque tu fais partie du 11 de départ, forcément, tu as déjà une responsabilité qui est tout autre. Tu rentres dans un match où tu dois tout de suite faire la différence. Tu n'as pas le regard sur le match, tu n'as pas le film du match, tu ne sais pas comment appréhender justement le match qui va arriver. Donc, il y a une certaine forme de stature et de confiance à acquérir bien avant le match, que ce soit l'entraînement, dans le travail de préparation, qui fait que ton entame est différente, alors que lorsque tu rentres, tu as déjà eu l'opportunité de voir comment se déroulait le match, de regarder les forces et les faiblesses en présence, où est-ce que tu pourrais évoluer, amener ta pierre à l'édifice. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, et la plupart des commentaires que peuvent avoir les entraîneurs, c'est de se dire que lorsqu'il faut rentrer un joueur, il faut qu'il fasse la différence. Ça doit être un plus et non pas un joueur qui va rentrer juste pour rentrer. Et quand tu as cette responsabilité-là aussi, c'en est une toute autre, tu dois être à l'affût, tu dois t'être échauffé de la meilleure des façons, pas arriver essoufflé sur le terrain, parce que là encore, je peux te le dire que ça m'est arrivé de rentrer des fois. Ouais, tu rentres sur le terrain. Suréchauffé? Sur ou sous-échauffé, je sais pas, mais la réalité, c'est que tu rentres sur le terrain, au bout de 2 minutes, tu es plus fatigué que les joueurs qui ont commencé depuis 75 minutes. C'est pas bon, ça. Donc ça, c'est pas bon. Il faut trouver le bon curseur justement pour t'échauffer au mieux, arriver à être le plus dynamique possible sur une courte durée. Donc c'est toute une autre préparation et les joueurs doivent s'adapter à ça pour avoir aucune excuse. Donc, prochain match pour remettre le train sur les rails, c'est samedi contre Atlanta à Montréal. Atlanta qui a bien été en fin de semaine avec une victoire contre l'Union de 2-0. Avec les possibles retours de Chouanière, Lapalainen, Piette peut-être. Est-ce que ça t'inquiète de voir que c'est aussi long avec Samuel? Ouais, écoute, moi j'ai été le voir au Stade Olympique à l'époque où l'équipe s'entraînait encore au Stade Olympique. J'ai discuté avec lui et il espérait revenir assez tôt. On parlait de semaines à peine. Puis
il a effectué un retour avant de replonger. Et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Je me mets à sa place. Tu as l'impression de passer à côté de ton début de saison. Tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir à 100%. Donc, et on sait que Samuel, c'était pour le coup une garantie. On savait qu'il était très souvent en santé. Il était là avec du volume. Avec du volume quand il jouait, et tu sais ce qu'il va te donner pendant 90 minutes. Puis là, tu rentres dans une phase où, pour la première fois de ta carrière, peut-être, tu dois gérer d'autres situations. Et psychologiquement, je sais, moi, que c'est extrêmement difficile. Donc, voilà, je connais son professionnalisme. Je sais la façon dont il travaille. Je ne suis pas inquiet pour lui. En tout cas, j'espère que les choses se déroulent au mieux dans son processus. Après, c'est ça. C'est espérer qu'il puisse aider l'équipe de la meilleure des façons. Et ce serait assurément une valeur ajoutée à l'équipe en ce moment. Mais, ouais. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Twitter, Hassoun? J'allais dire assez, mais ça va pas aller en s'améliorant avec l'annonce d'Elon Musk qui veut nous réguler Twitter. Donc... Parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'actions sur Twitter avec un tweet énigmatique d'un ancien chroniqueur foot de Montréal. Oui. Noel Butler, que tu connaissais pas. Oui, Noel. Oui. Si, je connaissais. J'ai échangé un petit peu avec lui de temps à autre. Là. Donc pour la petite histoire, c'est lui qui avait notamment annoncé l'arrivée de Drogba. Exact. Donc on sait qu'il a un lien avec Chelsea. Et là, cette semaine, il fait un tweet énigmatique en disant « Demain, j'ai une grande nouvelle pour vous. Selon moi, c'est pour le club, c'est d'envergure supérieure à l'arrivée de Drogba. » Donc là, tout le monde font 1+1. Donc, est-ce que c'est Eden Hazard qui a un lien avec Chelsea parce que Noel Butler est un supporter de Chelsea? Donc, on se dit, est-ce qu'il a du scoop encore? Et finalement, ben non, il annonçait qu'il allait redevenir analyste un peu avec TSN à la radio. Donc, les gens ont spéculé beaucoup. Ça fait rire certaines personnes, d'autres pas du tout. Je pense à notre cher Jacques-Alexis, qui lui croyait beaucoup à Eden Hazard. Et donc, ça inspirait un peu tout le monde pour la question de la semaine. Est-ce que ça prend une grande vedette européenne qu'on a dit pour Montréal? Ouais. Quels sont les avantages et inconvénients? Je te lis d'abord quelques réponses obtenues de nos fidèles auditeurs et ensuite je te pose des questions à ce sujet-là. Alors. David Tremblay dit avantage, le marketing. À part de ça, il y en a peu. Trop souvent, c'est des vedettes en fin de carrière. Donc, je reviserai mon opinion quand Haaland ou son équivalent arrivera à 23 ans à MLS. Ça n'arrivera pas. Ouais. Claire Le Breton, inconvénient, Montréal, les fans auront beaucoup d'attentes et beaucoup de pression sur le joueur qui arrive. Avantage, ça peut donner un bon coup de pouce pour, bien sûr, les résultats. Jean-Manuel Côté, avantage, visibilité dans le monde. On l'a bien vu, c'est avec Drogba. Désavantage, souvent des joueurs en fin de carrière. Et souvent, c'est les mêmes marchés qui vont attirer les grandes vedettes. Donc, pour la Ligue, c'est pas nécessairement une bonne chose. Vinny Marciano, avantage, c'est que tu mets la ville sur la map. Désavantage, les propriétaires vont augmenter le prix des billets. Je ne sais pas si on a vu ça il y a quelques années pour Drogba. Et finalement, Jamie Agesta, avantage, visibilité, reconnaissance dans le monde, plus d'abonnés réseaux sociaux. On l'a vu bien sûr avec Messi à Miami. Ouais. Désavantage, sur le terrain et dans le vestiaire, ça peut devenir une équipe dans l'équipe. Et c'est là que tu es utile pour nous parce que toi, tu as deux chapeaux pour nous parce que tu as joué pour l'Impact de Montréal et pour le balado, tu es aussi la grande vedette européenne qui débarque pour nous aider. Et nous, ce n'est que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients, mais dans une équipe de soccer, est-ce que c'est toujours facile d'accepter une grande vedette, de l'intégrer ou ça dépend beaucoup d'elle? Oui, je pense qu'il y a... Les deux parties doivent aller dans le même sens. Je pense que lorsque la volonté et l'état d'esprit est de bonne qualité, bah forcément, ça peut être qu'un plus. Je me souviens de l'arrivée de Didier. Lorsque Didier Drogba est arrivé à Montréal, c'était juste... Pour nous, en tout cas, c'était fabuleux, c'était extraordinaire de voir une vedette internationale de ce calibre pouvoir intégrer le vestiaire, pouvoir apprendre énormément de choses aux jeunes aussi. Je parle des jeunes dans l'équipe première, mais aussi à l'académie. Et c'était pas rare de voir Didier aller dans le vestiaire, échanger, parler avec eux, etc. Donc je pense que c'était ultra gagnant pour le club. Et forcément, des fois, il peut y avoir des déceptions, des choses plus difficiles à gérer, ou d'autres joueurs qui ne se greffent pas finalement à l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et là, bah, tu te retrouves à devoir gérer des situations. Je me souviens d'un joueur, je ne citerai pas le nom, mais qui est super, franchement, super professionnel dans son attitude et dans ce qu'il était, mais qui avait l'habitude, tu vois, dans son caractère et dans son envie d'être
excellent tout le temps, bah, il invectivait les jeunes sur le terrain et puis les jeunes sortaient du terrain et avaient une tête plus basse. Et puis là, c'est compliqué justement de devoir vivre ça. Et tu as des jeunes qui sont peut-être pas en phase justement avec le degré d'exigence que peuvent avoir ces sportifs de haut niveau. Donc forcément, ça peut donner des confusions, des moments plus difficiles. Mais je pense globalement que ça a un réel intérêt positif d'avoir des vedettes internationales. Tu apprends beaucoup, tu apprends même avec les expériences négatives. Et je pense que moi, personnellement, je suis partant. J'aimerais voir un grand joueur ici. C'est l'été qui arrive, c'est la saison des rumeurs, donc forcément la boîte est ouverte. Et je pense c'est ce dont on a assisté sur Twitter avec la petite nouvelle de notre cher Noel. Ouais, c'est une nouvelle, une petite blague. Exactement, blagounette. Ouais. Moi, je trouvais ça drôle. On ne sait pas, peut-être que l'histoire pourra lui donner raison dans quelques semaines et que sa petite blague se transformera en réalité, qui sait. Mais dans son cas, il n'a pas annoncé le joueur. Il a voulu faire une blague. Et tout le monde a interprété. Mais je veux dire, tant qu'à moi, si c'est un scoop de nouvelle d'envergure, tu ne dis pas, je vous le dis demain. C'est vrai. Tu le dis maintenant. Tu l'annonces. Donc pour ceux qui veulent se prévenir contre de telles blagues dans le futur, sachez-le. Par contre, le nom Eden Hazard, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend à Montréal. Il y a la filière belge, bien sûr. Là, on n'a pas d'informations. Il n'y a rien qui indique qu'il vient ou qu'il ne vient pas, mais son nom circule. Ouais. Toi, est-ce que c'est quelqu'un qui t'intéresserait pour l'équipe et dans quelles conditions? Ce serait un intérêt. Parce qu'en attaque, c'est pas la grande saison. Ouais, c'est pas la folie, c'est vrai. Ce serait un intérêt conditionnel alors. Conditionnel. Ouais, exactement. Okay. À quoi? Je serais super intéressé. Eden Hazard, pour moi, c'est un joueur fabuleux. Je l'ai vu évoluer depuis la Ligue 1 à Lille. C'était un génie, simplement. C'est un génie du football qui a des qualités exceptionnelles. À Chelsea, c'était incroyable aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Il a eu son coup d'arrêt au Real Madrid pour différentes raisons. Et moi, c'est la question qu'on se pose, c'est de savoir dans quel état d'esprit il viendrait, s'il s'inscrit dans l'état d'esprit dont on parlait au début, celui de venir aider, de créer de la valeur chez les jeunes, de créer de la valeur auprès des partisans, d'être un emblème finalement de professionnalisme et de talent, parce que son talent est incroyable, forcément. Tu as envie de voir Eden Hazard. Mais si pour lui, c'est juste un projet lambda, entre guillemets, retraite, c'est la MLS, souvent. C'est les stéréotypes que certains peuvent véhiculer, de se dire ça va être facile, etc. Forcément, on sait déjà que c'est un mariage qui se passera mal. Donc c'est la question. S'il arrive dans l'état d'esprit, le super état d'esprit qu'il peut avoir, forcément, tu as envie de voir Eden Hazard jouer sous la tunique du bleu, blanc, noir. Donc moi, je serais plutôt partant, à condition justement que l'état d'esprit soit au top. Et ça, c'est possible de vérifier avant? Non, parce que justement, c'est un pari aussi. C'est comme le joueur, il dira pas non, je viens en pré-retraite. C'est ça, c'est comme les mariages. Hein. tu penses que ça va aller ça va aller pour toute la vie et malheureusement des fois ça passe pas et puis les choses vont dans notre sens. Donc forcément tu as envie de voir. T'as envie de voir ça, t'as envie d'espérer que c'est des choses qui marchent. La semaine dernière, j'ai pu me rendre compte de différentes choses, de différents joueurs qui s'étaient inscrits justement dans ces projets. Je pense à Chiellini, je pense à Gareth Bale par exemple, à Los Angeles FC qui ont amené un plus, qui sont venus bien entendu avec je pense à Gareth Bale qui ressemble un petit peu dans l'image à ce que véhicule aujourd'hui Eden Hazard. On se demandait si c'était un golfeur tout simplement, s'il avait encore de l'intérêt pour le football. Puis tu te rends compte que à LAFC, tout le monde est content de ce qu'il a amené, un super état d'esprit. Il a fait gagner une coupe, la première coupe MLS aussi à cette équipe-là. Donc quand tu as des joueurs dans cet état d'esprit-là, forcément ça peut être qu'un plus. Et je pense qu'Eden Hazard peut s'inscrire dans ce registre-là. Dans sa blague sur Twitter, Noel Butler disait que c'est une nouvelle qui serait plus grosse que l'arrivée de Drogba. Il parlait bien sûr de son retour à la radio, c'était une blague. C'est ça. Mais si Eden Hazard arrive à Montréal, c'est pas plus gros que Drogba. Non. C'est même pas proche, j'ai tendance à dire. Non. Non, la réalité, c'est que Didier, je suis pas sûr d'avoir beaucoup de joueurs qui peuvent dépasser la dimension en fait que pouvait avoir Didier, sincèrement.
Oui, mais si, bien entendu, bien entendu. C'est des joueurs de cette trempe et je pense que Didier est pas loin justement de cette catégorie de joueurs en termes de talent, c'est sûr, mais d'envergure, de personnalité, de charisme. Je me souviens de son arrivée à l'aéroport, c'était à Montréal. Je sais pas si on a déjà vu ça C'est fou. au Canada, Ouais. même en Amérique du Nord. Je sais pas si on a déjà vu une arrivée comme ça. C'est du jamais vu. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Eden Hazard, forcément Didier en termes de charisme, vous poserez même la question à Eden Hazard, il vous dira la même chose. Pour lui, Didier, c'est Didier, donc c'est logique. Donc, on va surveiller ça les prochaines semaines, Ouais. lire des transferts. Ouais. Et prenons ce qui se passe sur Twitter avec un compte-gouttes, surtout que maintenant, on est limité dans le nombre d'affichages. C'est exactement. Alors, soyons prudents en ligne et avec les rumeurs. Vous vous rendez compte, un petit 17 ans au volant d'une voiture, ça lui tire dessus parce qu'il n'a pas le permis? Je veux au policier qui a tué mon petit-fils. C'est tout ce que je veux. Et en fait, c'est une lourdeur. T'as la haine parce que c'est des keufs, parce que c'est pas la première fois qu'ils font des bavures. Et les gens qui sont en train de casser, je leur ai dit arrêtez, arrêtez. Ils ont fait ça le prétexte de Naël. Non, ils n'ont pas s'arrêter. Moi, qu'ils arrêtent, qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, qu'ils ne cassent pas les trucs, les mamans dans les bus. On prend les bus, on n'a pas de voiture, on n'a rien. C'est arrêté, c'est des mamans qui prennent les bus, c'est des mamans qui marchent dehors. On veut calmer les choses. On ne veut pas qu'ils cassent, qu'ils restent tranquilles, ces jeunes-là. Et il y a aussi la tristesse, parce que nous, on les met tous. Naël, il est mort, il est mort. Ma fille, elle est perdue. Elle est perdue, elle a un seul enfant, elle est perdue. C'est fini, elle a plus de vie, ma fille, elle a plus de vie. C'est fini, je la comprends. Alors, ils ont perdu, moi, la grand-mère, ils m'ont fait perdre ma fille et mon petit-fils. Les deux, j'en peux plus, ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus. Alors, on change de registre. Assoun, c'est beaucoup plus dramatique. Bien sûr, on parle de ce qui se passe en France, les nuits d'émeutes qui ont suivi la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir policier lors d'un barrage routier. C'est arrivé la semaine dernière et depuis, bon, il y a eu plusieurs nuits d'émeutes. Ça rappelait un peu ce qu'on a vécu en 2005, pas très loin d'où tu es originaire, à Noisy-le-Sec. Et là, on en parle pourquoi? Parce que les joueurs de l'équipe de France ont pris la parole sur Twitter par un communiqué pour lancer un appel au calme aux jeunes qui se livrent aux émeutes la nuit. Ça a été signé, c'est Kylian Mbappé qui l'a partagé sur son compte Twitter. Je lis quelques passages pour un peu résumer un peu le ton. Il dit: comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Naël. Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Issu pour beaucoup d'entre nous de quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous le partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. La violence ne résout rien, encore moins lorsqu'elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. Donc, c'est un appel qui a été lancé, je pense, vendredi soir. Depuis, les violences se sont un peu essoufflées. C'est pas encore le calme plat, mais disons que c'est beaucoup moins pire que les premières nuits. Qu'est-ce que tu penses de cette prise de parole-là de l'équipe de France sous le compte Twitter de Kylian Mbappé? Moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est important. On demande souvent aux footballeurs de rester dans leur case, de se concentrer sur le terrain, mais on oublie que c'est des citoyens à part entière et des citoyens qui viennent, comme tu l'as dit, régulièrement de ces banlieues, de ces mêmes endroits qui brûlent malheureusement. Et je pense que moi, j'étais très content, fier même de voir des jeunes impliqués. Les footballeurs de l'équipe de France aujourd'hui ont 22, 23, 24 ans. On ne se rend pas compte de tout le poids qui pèse sur leurs épaules, mais aussi de la jeunesse de ces joueurs-là. Et de les voir justement s'impliquer de cette façon, voir Jules Koundé s'exprimer aussi, Aurélien Tchouaméni du Real Madrid prendre la parole aussi avec des positions fortes. Bah, moi, je trouve que c'est important, c'est beau et j'espère en tout cas que ça a eu et que ça aura une incidence sur les jeunes. Donc, la seule limite que je peux avoir, disons, c'est la façon dont c'est fait, le communiqué. C'est ça, les passages que j'ai lus, disons, Oui. c'est très... ça a été lu, relu. Technocrate peut-être. Formaté, politique à la limite. Politique, Est-ce que c'est une demande du pouvoir pour l'équipe de France? On sait que Macron aime bien parfois
Ouais, s'impliquer sportivement? Je serais pas surpris qu'il y ait eu peut-être un regard de la fédération au moins, après peut-être de la présidence, même si on sait qu'un garçon comme Kylian Mbappé n'attend personne pour prendre des décisions. Comme il dit, tu lui parles pas d'âge. et forcément, je pense que quand Kylian décide de poster, c'est une position forte et qu'il assume quoi qu'il arrive, même si le président lui avait dicté quoi que ce soit, il le ferait pas en son âme et conscience. Donc, je pense que dans un sens, c'est quelque chose de très très bien. Après, ce que j'aurais aimé peut-être, moi, ce serait peut-être le faire sous formule vidéo. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les jeunes aujourd'hui sont plus branchés sur les vidéos à travers Snapchat, TikTok, Instagram, plutôt que des communiqués officiels venant de... Dans la réception, c'est peut-être moins fort parce que ça parle peut-être moins aux jeunes, ce texte-là qui est étoffé, qui est réfléchi versus un appel du cœur des joueurs sur vidéo. C'est ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, peut-être que les représentants en com peuvent avoir ce type de conseil aussi. J'aurais aimé ça, une petite vidéo où tu t'exprimes, où les jeunes pourraient la partager aussi, la voir directement, parce que c'est là où ils sont aujourd'hui, c'est sur ces contenus-là. J'ai l'impression que ça aurait été encore plus efficace et ça aurait permis de s'adresser à certains, je dis les jeunes, mais à certains jeunes, parce que la réalité, c'est que la grande majorité des jeunes en Île-de-France se comportent très bien. Malheureusement, c'est la majorité silencieuse qu'on ne voit pas, ce qu'on voit à la télé ou dans certaines images, c'est ceux qui font le plus de bruit, malheureusement. Mais la grande majorité des jeunes se comportent très bien, sont contre ces attitudes-là. Je suis contre aussi. J'ai envie de partager finalement l'idée de ces joueurs-là et de se dire que c'est difficile pour moi de voir des endroits que j'ai vus, que j'ai fréquentés, de savoir que c'est des mères de famille, des parents qui ont investi sur leur petite voiture, des boutiques, sur des commerces, et de voir leur commerce brûler de la sorte. Franchement, c'est difficile à voir, ultra contre-productif, et j'espère en tout cas que les choses vont se calmer rapidement, parce que c'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Et as-tu l'impression que les sportifs, c'est peut-être le type de star qui va être le plus écouté par une jeunesse parfois qui dans ce cas-ci, qui est en détresse et en perte de repères? Mais est-ce que tu as l'impression que c'est qu'au-delà, mettons, des artistes ou des politiciens, assurément des politiciens, mais est-ce que les joueurs de foot, c'est encore ceux qui ont le plus grand rayonnement, qui ont le plus grand impact sur les jeunes? Oui, assurément. Ouais. Assurément, parce que la réalité, c'est que entre guillemets, le pouvoir politique, en France en tout cas, a perdu énormément de son influence sur les jeunes, surtout sur certains jeunes en tout cas, surtout dans les quartiers populaires. On sent qu'il y a j'allais dire défiance, c'est peut-être pas le mot, mais une perte de confiance finalement envers les institutions politiques. Et les seules personnes qu'on suit régulièrement sur le terrain ou qui suivent en dehors des terrains à travers leur influence sur les réseaux sociaux, c'est principalement aussi les joueurs de foot auxquels certains jeunes s'identifient, la façon dont ils s'expriment, la façon de jouer, les mots qu'ils peuvent avoir pour cette jeunesse-là. On sent que oui, des joueurs comme Karim Benzema, des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres ont une influence sur une certaine partie de la jeunesse. Donc je trouve ça important, je trouve ça vraiment bien, moi, qu'ils aient pu s'exprimer. S'ils ne l'avaient pas fait, on leur aurait reproché de la même façon aussi, à dire que ils sont totalement... Mais les gens le reprochent? Tu as vu des gens qui reprochaient aux sportifs de prendre la parole? On leur a reproché, non pas de prendre la parole, mais si ils n'avaient pas pris la parole, je suis sûr qu'on leur serait tombé dessus. Pourquoi Kylian Mbappé ne parle pas? Il veut s'engager politiquement ou sur des choses culturelles et sociales en France. Et puis quand ça brûle, il ne le fait pas. Puis... de l'autre côté, il s'est exprimé sur cette affaire-là, mais on lui a reproché de ne pas s'être exprimé sur d'autres affaires aussi. Donc forcément, quoi qu'il arrive, tu seras critiqué lorsque tu as ces positions-là. Mais en tout cas, le message de paix, de sagesse qu'il amène, forcément, tu as envie de l'écouter. Tu as envie que ça ait le maximum d'influence. Et on espère en tout cas, moi personnellement, je suis très content de voir des jeunes citoyens, des jeunes joueurs de cette sorte, jeunes, s'impliquer de la sorte et essayer de faire la différence dans leur pays. Ouais, pour l'instant, le lien de cause à effet n'est pas clair, mais disons que l'intensité des émeutes a diminué, donc au moins c'est sur une tendance qui est plus positive, disons-le comme ça. Intermission break, but we're going to have a little surprise singer. Whoa. Everyone
guys. Thank you for being here. Happy Canada Day, first of all, and I'm going to sing a classic Bryan Adams song for you all. Please sing along. Baby, you're all that I want. When you lie here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need. Found it there in your heart. It isn't too hard to see. Heaven, it's T'es rendu citoyen canadien à Sun depuis un petit bout de temps, hein? Je suis canadien. As-tu fêté le 1er juillet? travaillais, hein? Fêter, non, j'ai pas pu. Ouais, pas mal de travail en ce 1er juillet. Mais c'est sûr que ça me fait quelque chose. Moi, lorsque j'ai reçu mon passeport, j'étais très content. Et avant le passeport, c'est la célébration en fait officielle voilà, de ma citoyenneté. Et ça m'a fait quelque chose. Ouais, j'étais très heureux d'être voilà, Parce qu'au- enfin, au Québec, enfin canadien. il y a 2 fêtes en 2 semaines. Souvent, Ouais, les gens ça va choisissent vite, une, ouais. Saint-Jean ou fête nationale. Et le 1er juillet, c'est aussi au Québec la fête du déménagement. Exactement. Tu le savais? As-tu Ouais. déménagé? Ben, je suis en plein déménagement Ah aussi. oui? Donc, Les ouais. boîtes? Hein? Oh, plus les boîtes, les sacs, oh là là. Tu sais qu'Olivier Tremblay est en vacances cette semaine, il pourrait donner un coup de pouce. Ouais, La Oli, peinture, les boîtes. si tu m'entends, je t'ai envoyé un texto, Oli, pour que tu viennes m'envoyer comme par hasard. Il a pas T'as pris- répondu? Bah, il a pris ses vacances au même moment, D'accord. comme par hasard. Tu vois, c'est qui tes vrais amis? Tu Ça, connais, ouais. Là, Moi, c'est les- moi, c'est malheureusement, je travaille cette semaine. Ouais. Donc je ne pourrai pas aller t'aider. Je suis de retour de sabbatique. la Donc, sélection naturelle. c'est ça. Donc, on a fait jouer les nationales, non pas pour remplir le mandat radio-canadien de le diffuser, mais bien pour dire qu'il y a eu des transferts de joueurs cette semaine. Il y a eu 3 transferts importants des joueuses de l'équipe canadienne nationale pour des clubs en Europe. D'abord, Marie-Yasmine Alidou, qui est partie donc à Benfica. Ouais. Ashley Lawrence, qui quitte le PSG pour aller à Chelsea. Ouais. Et puis, finalement, c'est Chloé Lacasse qui s'en va à Arsenal. Donc, ces joueuses-là qui vont rejoindre des clubs en Champions League. Il y a 2 des clubs qui sont rendus même en demi-finale, donc c'est des grosses pointures. Quelle lecture tu fais de ces 3 déménagements-là à quelques semaines de la Coupe du Monde? Moi, je trouve ça super intéressant de voir des joueuses évoluer et grandir et valider finalement les saisons qu'elles ont tout simplement vécues. Chloé qui quitte le Benfica, qui rejoint Arsenal, c'est juste, je veux dire, une belle consécration aussi. Et de l'autre côté, Marie-Yasmine qui arrive à Benfica, qui avait l'ambition personnelle, en tout cas, de toucher le plus haut niveau aussi au Portugal. Et moi, je trouve que c'est une consécration énorme. Vraiment, vraiment, à l'entrée justement de la Coupe du Monde. Elle aussi se posait la question de savoir si elle allait vraiment être dans le groupe, même si elle avait été sélectionnée au dernier rassemblement. Est-ce qu'elle va être justement dans le groupe final? C'est toute la question. Mais en tout cas, je trouve que c'est de bon augure pour ces filles-là. Et Ashley Lawrence aussi, je veux dire, voilà, c'est un des plus grands talents du football canadien. Chelsea arrive à attirer aussi des joueuses extraordinaires aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des féminines. Et je pense que pour elle, pour avoir échangé avec elle il y a quelques temps, je sais que c'était aussi une ambition extraordinaire de continuer à grandir, d'évoluer et d'apprendre aussi d'une expérience à l'étranger pour elle. Écoute, c'est magnifique et je pense vraiment qu'elle a toute la carrure pour marquer de son empreinte le club de Chelsea. C'est dur de comparer les ligues, mais selon toi, c'est 3 pas en avant? Parce que le PSG, quand même, ça a été longtemps la référence avec Lyon. Mais est-ce qu'un déménagement du haut calibre vers l'Angleterre, est-ce que tu le vois comme ça ou c'est trop simple de penser ça? Je pense que c'est peut-être plus compliqué parce que Paris, bien entendu, sur le plan sportif, reste le Paris Saint-Germain. On a vu malheureusement qu'ils ont eu de la difficulté en Ligue des Champions. Ils n'ont pas pu aller au bout. Ça a été difficile. Mais par contre, je pense que l'influence des histoires extrasportives du Paris Saint-Germain ont une influence sur les joueuses. Je veux dire, c'est compliqué là depuis 2 ans, vraiment au Paris Saint-Germain, dans la gestion du management, un entraîneur qui se retrouve devant les tribunaux, qui est remplacé, des filles qui... voilà, une fracture aussi au sein du vestiaire à se demander comment les choses vont se passer par la suite. Donc moi, je pense que c'est vraiment toutes ces affaires extrasportives qui ont une incidence aussi. On a envie d'avoir un projet serein et voilà, aller à Chelsea quand on a une opportunité comme ça aussi qui arrive à rapatrier des joueuses de Lyon, du Paris Saint-Germain, forcément, je pense que ça s'inscrit vraiment dans une ambition, en tout cas affichée, d'aller chercher des belles choses. Et c'est une bonne chose de l'annoncer avant la Coupe du Monde? Est-ce qu'on règle un dossier?
Souvent, chez les gars, on l'annonce après. Il faut dire que la Coupe du Monde souvent est au mois de juin, non pas au mois de juillet. Donc, le calendrier n'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est une bonne chose que ce soit réglé avant la Coupe du Monde? Pour moi, oui, parce que, je veux dire, lorsque tu as encore un petit peu d'incertitude avant de t'engager dans une grosse compétition, forcément, ça trotte dans la tête. Tu vas rejoindre les filles au petit déjeuner à midi, mais entre le petit déjeuner et midi, tu remontes dans ta chambre. Et puis là, tu es au téléphone avec ton agent. La réalité, c'est ça. Ouais. C'est des choses que j'ai vécues aussi. Tu te demandes alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses au niveau du salaire, au niveau du projet? Tu dois parler avec le coach de l'autre côté, etc. Donc, ton influence aussi sur le jeu peut être aussi différente. Est-ce que tu vas faire attention à ne pas te blesser? Parce que si tu te blesses, la visite médicale que tu dois faire, pourrait être plus compliquée, etc. Donc, il y a tous ces aléas-là à prendre en compte. Donc, moi, je suis plus celui qui préfère qu'on règle les choses avant des grosses compétitions comme celle-ci. Tu peux avoir l'esprit libre pour avancer et au niveau du club, c'est réglé. Donc, surtout qu'ils ont aussi plein de choses en tête avec les négociations avec la Fédération canadienne qui ne vont pas très bien non plus. Pour pas en rajouter, Et la bonne nouvelle pour les Canadiennes en Australie, c'est que c'est pas la seule équipe avec des problèmes avec leur fédération. Les joueuses du Nigeria, l'entraîneur du Nigeria aussi en froid avec la fédération. Même chose pour les joueuses anglaises qui ont des frictions au sujet des bonnies de performance avec la fédération. Donc, c'est un peu un refrain qui semble se généraliser, malheureusement pour les joueuses en pré-Coupe du Monde. Donc, ça commence dans environ 2 semaines. Olivier sera là, c'est vrai? Oui. Olivier Tremblay. Il se recharge des batteries avant de partir. Tu sais que je suis allé voir des stades de Coupe du Monde en Australie. Oui. Où le Canada va jouer à Melbourne. Alors, quelle est l'expérience? Magnifique stade. Ouais. La Ligue australienne, comment dirais-je, n'allez pas en Australie spécifiquement pour le football. Parce que, disons, c'est des beaux stades, des grands stades, mais avec peu ou pas d'intérêt. Disons que dans la hiérarchie sportive, le foot n'est pas encore au sommet. Donc, c'est loin derrière le cricket, le rugby et le football australien. Ça, tu devrais essayer ça, le football australien, Hassoun. Ah, écoute, tu as vu ça à la télévision? Un match en entier, non, mais j'ai vu des extraits. Place, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il faut savoir botter, ça, tu sais le faire. Il faut être rapide. Tu as tout ce qu'il faut. Mais pour vrai, le stade de Melbourne, on va jouer 2 matchs du Canada, donc contre le Nigeria de mémoire et je pense contre l'Australie. Magnifique stade, tout près du stade de tennis. Donc, Olivier aura sans doute une belle expérience. Belle expérience. On lui souhaite du moins, mais c'est encore dans 2 semaines. On va s'en reparler d'ici là. Alors là-dessus, on se dit au revoir et on dit à la semaine prochaine. Peut-être que je ne serai pas là. On souhaite des bonnes pensées à nos amis, à Christine peut-être, qui pourrait venir avoir une animation digne de ce nom parce que je suis au courant que je suis un simple plan F. Mais ensuite, merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Puis, je vais appeler Olivier qui te rappelle pour les boîtes. Là. Ça n'a pas de bon sens qui te laisse tomber comme ça. Décroche, Olivier. Voilà. À la semaine prochaine. Salut. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.